Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Alors aujourd'hui, nous recevons Manuela Carmena, la maire de Madrid. Bonjour Madame la maire et merci d'avoir accepté notre entretien. Alors le 24 mai dernier, à la surprise générale, vous êtes arrivée deuxième aux élections municipales en nombre de voix sur une liste d'Ahora Madrid de candidatures citoyennes et d'unité populaire, soutenue par Podemos, le nouveau parti anticapitaliste. Le jeu des alliances, notamment avec le Parti socialiste, vous a permis de prendre le siège de maire. Retraité de la magistrature, à 71 ans, on est venu vous chercher pour vous présenter aux primaires que vous avez finalement gagné haut la main. Alors on a dit que vous avez beaucoup hésité avant d'accepter cette aventure. Finalement, qu'est-ce qui vous a décidé ? Pour moi, cela a été très important d'avoir l'impression que j'étais indispensable. Pour dire la vérité, je connaissais de nombreuses personnes très jeunes et très impliquées, avec une grande envie de changer la manière de faire de la politique, et je me suis dit que je pouvais les aider. J'ai donc pensé leur être nécessaire, que je pouvais changer les choses à l'issue des élections. J'ai donc accepté. Et avez-vous été surprise par les résultats ? Oui, bien sûr, j'ai été très surprise, car je me disais, ok, je suis une personne âgée et sympathique, mais c'est tout. Et finalement, un énorme mouvement d'adhésion s'est créé autour de ma personne, et spécialement auprès des jeunes, et cela m'a surpris et m'a aussi beaucoup touchée. Peut-être que mon discours semble neuf, car je n'ai jamais voulu faire de la politique, je ne parle pas comme d'autres politiciens. Je crois que les jeunes ont vu en moi une alternative à la façon de faire de la politique aujourd'hui. Et c'est donc là qu'est le paradoxe, qu'ils aient vu de la modernité en une personne âgée comme moi. Votre programme et celui de Podemos, c'est justement d'insuffler du renouveau dans la politique espagnole. Vous voulez faire de la politique différemment ? Qu'est-ce que cela signifie et comment comptez-vous mettre cela en place ? Je crois que les premières choses importantes, c'est la transparence et la proximité. Pendant la campagne électorale, nous avons décidé de ne pas faire de meetings, mais des rencontres, des réunions, où nous discutions avec les gens. Nous cherchions une façon différente de créer les relations avec les citoyens et non cette voie traditionnelle du meeting où l'on débite des sermons. Nous voulions que cela soit différent. Pour moi, faire de la politique, c'est tout d'abord écouter. Avec cela, il y a aussi la transparence. Il faut que toutes nos actions puissent être observées comme à travers une glace. Et comment ça se traduit justement dans votre mandat au quotidien aujourd'hui ? Mon idée est de recevoir toutes les personnes qui souhaitent rencontrer la maire de Madrid. Ce matin, par exemple, j'ai reçu une association de voisins qui a un problème, mais aussi un ambassadeur et un représentant d'une banque. Je veux pouvoir recevoir tout le monde. Et ces rencontres que je fais sont sur Internet pour que tout le monde sache qui je reçois. Mais ce qui est aussi très important pour moi, c'est les rencontres dans l'espace public. J'utilise les moyens de transport que j'avais l'habitude d'utiliser. Ce matin, comme tous les matins, je suis venue en métro. Je me suis promenée dans la rue. J'ai pu parler avec les balayeurs qui nettoyaient les rues. Il est très important que le politique puisse rencontrer les citoyens dans l'espace public, que le citoyen le voit comme ce qu'il doit être, un serviteur du public, un voisin de plus qui est en charge de la gestion des problèmes de tous les citoyens. Alors, vous avez parlé de votre salaire, vous l'avez baissé, il y a eu plein de choses que vous avez faites comme vous séparer des chauffeurs, enfin ne plus utiliser de voitures de fonction. Est-ce que vous pensez que ça c'est important ou ça reste des mesures anecdotiques ? Oui, je pense que c'est important. Il est important que les politiques n'aient pas de privilèges. L'homme politique occupe une fonction, il doit se rendre disponible auprès des citoyens et pour exercer cette fonction, il a besoin de moyens, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les moyens doivent être justes et nécessaires pour qu'ils ne soient pas considérés comme des privilèges. Par exemple, la mairie de Madrid avait une loge privée au Théâtre Royal totalement gratuite que les cadres se répartissaient entre eux et avec leurs amis. Le premier jour où je suis arrivée dans ce bureau, là où nous sommes, j'ai décidé de renoncer à cette loge qui est un pur privilège du pouvoir.
Alors, je reviens aux élections. Vous êtes deux femmes à avoir pris la tête des deux plus grosses villes d'Espagne. Donc vous ici à Madrid, Ada Colau à Barcelone, tous deux sur des listes associées à Podemos. Comment vous expliquez ce succès ? Ada Colau est une activiste et comme je le dis, c'est elle qui a vraiment inventé ces candidatures citoyennes. C'est la première qui les a créées. Elle a toujours été une activiste. Moi, je suis arrivée dans ce groupe d'activistes composé essentiellement de jeunes issus du mouvement du 15M, des indignés qui ont occupé la place Puerta del Sol. Ils ont amené une réflexion et moi, je me suis contentée de les rejoindre à leur demande. Le fait qu'il y ait deux femmes à la tête de ces candidatures et qui soient arrivées à être élues démontre que nous incarnons le renouveau. Avec la nouvelle maire de Barcelone, vous avez fait du droit au logement une priorité et avez dit que vous vouliez arrêter les expulsions immobilières. Alors dans les faits, ça n'a pas été aussi simple, mais du coup, quels sont les outils que vous comptez mettre en place justement pour arrêter ou limiter ces expulsions immobilières ? Il nous a paru très important de créer un bureau dont le rôle est d'éviter les processus d'expulsion. Pour cela, nous avons installé ce bureau au sein même du service de gestion de l'immobilier de la mairie et nous avons demandé à toutes les banques qui détiennent les crédits immobiliers que les gens n'arrivent plus à payer, soit nos interlocuteurs. Ils ont accepté notre proposition et ont aussi accepté de ne plus poursuivre dans les tribunaux ces personnes qui ne peuvent plus payer. Ces banques, elles ont, pendant la grave crise qu'a traversée l'Espagne, récupéré de nombreux logements, car il y a eu énormément de personnes qui ont été expulsées pour ne pas avoir payé leurs dettes. Nous avons demandé à ces banques de nous les céder à la mairie pour que nous puissions les proposer comme logements sociaux. Lors de votre carrière de magistrate, vous avez été confrontée à la corruption au sein même de votre juridiction. Vous avez été sensibilisée à la question. Comment en êtes-vous venu à bout ? Quand j'arrive dans la magistrature, nous sommes en pleine transition démocratique. Moi et un groupe de juges avec qui nous partagions les mêmes idéaux, nous avons mené un travail très utile pour essayer de nous défaire d'une administration judiciaire franquiste où sévissaient certains vices liés à la corruption. Et c'est de là qu'est venue mon insistance à ce que cette lutte soit inscrite dans notre programme pour les élections. Et maintenant, nous mettons en marche la création d'un bureau de lutte contre la fraude et un observatoire contre la corruption. Alors, les scandales de corruption ont été nombreux ces dernières années, notamment au sein du Parti populaire. Alors, pensez-vous que la corruption est endémique en Espagne ? Je crois que la corruption est partout. Mais je crois qu'un parti comme le Parti populaire, qui a mené une politique très peu transparente et qui s'est éloigné des intérêts de ceux que j'appelle les grandes majorités, a eu besoin constamment de redorer son image à travers les médias. Je crois que c'est une façon de faire de la politique qui a renforcé et implanté les habitudes liées à la corruption. Et qu'avez-vous constaté justement lors de votre arrivée ici à la mairie de Madrid, qui a été dirigée pendant plus de 20 ans justement par la droite et le Parti populaire ? Ça fait peu de temps que nous sommes là, mais nous avons pu constater une politique de dédain, notamment envers les classes populaires, sans aucun sens de l'écoute et sans aucun objectif pour trouver des solutions aux grands problèmes des quartiers de Madrid. À Madrid, on peut voir qu'il y a deux façons de vivre. Celle des quartiers importants du centre-ville, puis les quartiers du sud et certains du nord qui ont été très touchés par la crise économique, par les expulsions, le chômage et qui ont vécu un terrible abandon et dédain de la mairie. Nous avons aussi énormément constaté de gaspillage, de mauvaise organisation. Par exemple, cela nous fait beaucoup de mal de voir qu'il y a énormément de bâtiments vides dans la mairie et qui pourraient être utilisés pour créer des institutions, y faire de la culture et renforcer les politiques sociales, culturelles, économiques dont ont besoin les grandes majorités. Alors, sur un plan plus général et international, que pensez-vous de l'émergence des nouveaux partis comme Syriza en Grèce et Podemos en Espagne? Sont-ils capables de changer la donne en Europe en redonnant de l'espoir aux citoyens?
Bon, j'ai toujours dit que je ne suis pas politologue. Je suis une magistrate à la retraite qui a assumé la gestion de la mairie de Madrid et je n'aime pas beaucoup parler de politique en général. Nous pensons qu'il est important de continuer avec les processus démocratiques en Europe pour qu'ils se consolident et pour éviter l'émergence de nouvelles formes de fascisme. Il me semble important de changer la façon de faire de la politique et faire une politique beaucoup plus directe, plus simple, en relation avec la rue. Je crois que la démocratie directe n'est pas facile. Il ne faut pas la confondre avec la démocratie parlementaire, mais il faut travailler énormément pour être conscient que certains aspects de la démocratie parlementaire ont cessé d'avoir un sens. Et comme citoyenne européenne, qu'est-ce que vous avez pensé justement de la situation de l'Europe et de sa réaction à ce qui s'est passé en Grèce? Je pense que c'est une énorme erreur, car nous avons pu le constater, une société ne peut pas se développer si la majorité de sa population vit dans une situation de sacrifice, d'urgence et d'austérité insupportable. Cela ne fonctionne pas. La société, c'est nous tous. Et si nous n'avons pas tous un niveau moyen, raisonnable de développement personnel, tout s'effondre. L'Europe doit savoir que la Grèce, c'est l'Europe. Et elle ne peut pas vivre une situation d'effondrement économique et d'austérité. Il est indispensable de tout repenser et de reconnaître, comme dans d'autres parties du monde, qu'il faut suspendre le paiement de la dette. Il est intéressant de voir comment s'est soldée la fin de la Seconde Guerre mondiale ou ce qu'il s'est passé avec la dette en Amérique latine. Et je pense que peut-être l'Europe se trompe vis-à-vis de la Grèce. Merci Madame la maire pour avoir accepté cet entretien. Alors restez sur France 24, vous retrouverez cet entretien sur le site internet www.france24.com. Au revoir et à bientôt.